Ah oui, je sais. Bonsoir. Ah, c'est ça. Alors, je pense que ça ne dérange pas si je parle mon français, non? Il n'est pas extraordinaire, mais se comprendre. Alors, d'abord, je dois remercier le Presse Club pour être disponible encore une fois nous donner la possibilité de faire des rencontres. Et je dois aussi dire merci à Claudio, maestro Claudio Scimone, pour son envie de rencontrer des personnes. Et hier, j'étais à Liège pour un concert extraordinaire. C'était une expérience. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience. Écouter un concert direct, sous la direction de Claudio. Et hier, c'était magnifique, magnifique. Alors, je prends la soirée d'hier soir pour lancer toute une série de propositions. Après, je laisse parler le maestro qui n'a pas besoin de moi pour raconter quelque chose. Et ce qui, moi, je voudrais que dans tous les discours puisse sortir, c'est quelle est la magie de la direction. Comment c'est possible qu'une personne puisse obliger 100 personnes à faire ce que lui, il a dans sa tête. Parce que chaque musicien, c'est d'autres niveaux. Chaque musicien qui joue en orchestre, il a sa façon de penser. Chaque musicien, il a des expériences différentes. Mais comment c'est possible qu'un homme, il arrive à passer cette énergie différente et mettre ensemble 100 personnes avec des têtes tout à fait différentes à travailler pour un seul but. Ce que nos politiciens n'arrivent pas à faire. Alors, comment c'est possible qu'un chef d'orchestre, il arrive à faire ça? Bon, là, je laisse la parole à Claudio, qui est un des grands qu'il y en a comme artiste. Et lui a eu l'occasion de connaître Toscani et un petit comme moi, imaginez-vous. Bon, je remercie infiniment Antonio Vilardi qui est beaucoup trop gentil avec moi. Il parle trop bien de moi. Mais je ne voudrais pas vous décevoir. Alors, moi j'étais en train de préparer à parler de Vivaldi et de l'art vénitien, du rapport de Vivaldi entre sa musique et l'ambiance extraordinaire dans laquelle il vivait. Cette question-là, naturellement, je n'étais pas préparé à l'affronter, mais je vais vous faire un exemple pour commencer alors. Ça, il ne sait pas quel type d'exemple je vais faire. Alors, imaginez-vous d'être un orchestre. Ça, c'est pour commencer, naturellement. Puis après, c'est l'exemple le plus simple. Alors, si vous êtes disposé à coopérer, même si vous êtes des personnes sérieuses, à cet exemple, donc vous transformez en orchestre à un moment. Oui, j'espère que vous le soyez. Alors imaginez par exemple de dire un mot, comme je vous ferai signe de le faire. Par exemple, un mot simple, le mot ciao. Vous savez dire ciao, non? Ciao. Oui, ça, comme ça va bien. Alors, voyez un peu. Ciao. Tout le monde, hein? Ciao. Ciao. Non, plus long. Ciao. Non. Voilà, c'est moi qui coupe, non. Alors imaginons de répéter le ciao plusieurs fois. Ciao. 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 Arrivederci.
Ciao. Avec les nuances. Pour commencer, naturellement, ça vous doit donner un peu l'idée, non, de ce qu'est le rapport. Parce que c'est très intéressant, parce que une des premières armes du chef d'orchestre, surtout dans le monde actuel, où les orchestres ont un prix, les bons orchestres ont un prix, et le temps de travail, de répétition est limité, une des premières armes, c'est le geste. C'est un peu comme dans le zen, l'expression logique. L'expression logique n'a pas de sens. En réalité, c'est la logique et le mot, la parole, c'est pour arriver à un certain résultat. Et le résultat final est purement instinctif et intuitif. C'est l'action. Et alors, c'est dans le moment de l'action que le chef opère. Mais naturellement, avant ça, il y a toute une préparation. Alors, évidemment, on a devant plusieurs personnes, qui peuvent être 15, 50, 100, puis il y a les chœurs, naturellement, cultures logiques différentes. Alors, chacun a devant ses partitions. Partitions écrites allegro, largo, presto, mais la mesure exacte de l'allegro, de largo, de presto, il faut la donner au moment. Aussi parce que le temps exact de métronome ne signifie rien, parce qu'il faut faire les comptes avec l'acoustique des ambiances. Dans une acoustique sèche, il faudra quand même garder des mouvements plus rapides ou bien de tenir les notes plus prolongées. Dans une acoustique très réverbérée, les mouvements pourront être plus lents et les notes un peu plus sèches, et quand même le son sera le même. Ça, c'est une des choses. Puis, deuxièmement, c'est la ligne de l'interprétation. Il faut travailler bien la partition parce qu'il faut savoir ce que chacun doit jouer, apprendre ça bien, en principe. Certaines fois, on ne peut pas le travailler pendant longtemps. Avec l'expérience, on apprend à faire ça très rapidement, même certaines fois à première vue, mais c'est pas commode. De toute façon, et la chose meilleure, c'est de pouvoir marquer sur chaque partition de chaque musicien, par exemple les instruments à cordes, marquer exactement les coups d'archet, parce que l'archet du violon, il donne un son quand on le pousse ici, il donne un son ici, il donne un son ici, on donne un son quand on le pousse, il donne un son quand on le tire. Et évidemment, il faut absolument que les instruments à cordes et toutes les articulations marquées sur leur partie, ça, il faut faire avant. Naturellement, si le chef veut avoir le résultat qu'il a dans le cerveau exactement, il va marquer tout ça aussitôt que possible sur les partitions de l'orchestre. Il va marquer toutes les nuances qu'il veut sur chaque note. Avec ça, naturellement, il gagne beaucoup de temps parce que le temps n'est pas infini, les répétitions, on ne peut pas s'arrêter chaque mesure à dire cette note comme ça, cette note comme ça. C'est vraiment le plus on peut marquer sur les parties, le mieux c'est. Beaucoup de fois, ça, on n'a pas le temps de le faire. Alors, évidemment, il faut bien avoir clair dans la tête quelles sont les choses les plus importantes et chercher d'obtenir la ligne générale du discours et les choses plus importantes. A priori, après, il y a naturellement le rapport avec la partition, avec le compositeur, parce que le compositeur est le premier créateur. Mais la création est indéfinie. Le compositeur écrit des notes sur un bout de papier, mais, ou bien maintenant aussi il enregistre des bandes, mais une fois ils écrivaient mais quand même ces notes ne sont pas encore la musique. La musique est le rapport vivant entre le musicien et le public. On dit non seulement chaque performance n'est pas la même deux fois parce que l'esprit du chef d'orchestre, comme du pianiste ou du violoniste, est différent chaque fois.
mais le public est différent chaque fois. Chaque public, chaque soir est différent. Alors il y a un deuxième créateur qui est l'interprète qui chaque soirée envoie au public un message, la base duquel est la volonté du compositeur. Mais la volonté du compositeur va justement interpréter. Vous savez, l'origine du mot interprète est interpretium. C'était les intermédiaires des marchands qui faisaient discuter, faisaient que les gens se mettent d'accord sur le prix entre eux. Alors nous devons mettre d'accord l'esprit du compositeur avec ce que les gens vont écouter, vont sentir dans soi-même. Et ça, c'est la deuxième création. Alors il faut bien connaître le compositeur, il faut bien connaître la partition, mais il faut être beaucoup sensible aussi à son époque, au moment qu'on vit, au public qu'on regarde. Chaque public te donne une émotion différente et reçoit une émotion différente. Et puis, le troisième interprète est chaque personne qui écoute dans ce moment et dans le moment de l'exécution. Alors, il y a autant d'œuvres d'art qu'autant de personnes qui vont écouter chaque soir. Ça, alors, c'est une chose tellement vivante. C'est encore plus que Héraclite qui disait qu'on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Je trouve que c'est plutôt comme Cratylus qui disait qu'on se baigne même pas une fois dans le même fleuve. Parce que déjà, tandis qu'on se baigne, le fleuve est déjà en train de changer. Alors, tandis qu'on joue la musique, l'interprétation se renouvelle déjà au moment où on la fait. Alors, naturellement, c'est une épreuve de vie. Alors, pour ce qui concerne les chefs, naturellement, beaucoup de chefs ne vont pas beaucoup plus loin que battre la mesure, comme j'ai fait. Mais ce qui compte en réalité, c'est de donner un message spirituel profond aux personnes qui écoutent. Du moment que, après le concert, ou l'opéra, chacun se sente, quand il rentre chez lui, ou après le concert, maintenant, se sente sympathique à lui-même. Vivre mieux avec soi-même. Ça, c'est la grande importance du message de la musique. Elle doit mettre l'individu en contact avec soi-même de la meilleure façon. Alors, ça, je pourrais continuer pendant une demi-heure, mais je pense que j'ai déjà assez parlé. Donc, ça, une idée, c'est que donc, l'important, c'est rejoindre ce point avec lequel, quand on lève le bâton, déjà la musique est là. Naturellement, c'est un point difficile à rejoindre parce qu'il faut un culte de rapport avec soi-même, un culte de rapport avec l'humanité qui écoute. Alors, c'est une grande expérience humaine. C'est une grande expérience humaine, naturellement. Pour beaucoup de chefs, la baguette du chef d'orchestre est seulement un morceau de bois qui sert à battre la mesure. Mais pour beaucoup, c'est une espèce d'antenne qui met en rapport une lumière sublime qui descend d'une hauteur infinie avec l'âme, avec l'esprit de ceux qui écoutent. On revient à Antonio Vivaldi. On pourrait se tromper un peu, Vivaldi. Alors, je vous fais voir, j'ai consacré beaucoup d'années au rapport à produire des vidéos qui mettent en rapport l'art de Vivaldi, la création de Vivaldi avec l'ambiance dans laquelle il opérait. Il opérait naturellement dans la Vénétie, pas seulement dans la ville de Venise. Dans la Vénétie, il opérait aussi en autre partie d'Italie et d'Europe. Sa base habituelle était la Vénétie, était Venise, qui était à l'époque une des capitales artistiques plus importantes du monde. Non seulement elle était la capitale de la première grande école d'instruments à cordes du monde, qui a tout maintenant a seulement un rival avec la grande école de violon russe, des juifs russes.
Alors, Vivaldi, qui était un grand violoniste, a naturellement écrit de la musique très virtuose pour le violon, mais son inspiration était donnée aussi par l'ambiance dans laquelle il opérait, qui, remarquez, n'était pas seulement l'ambiance des artistes de son époque, mais était l'ambiance d'artistes qui étaient vécus beaucoup avant, comme Palladio, comme Veronese, tandis que Tiepolo était son contemporain presque, Giambattista Tiepolo, que nous aurons vécu après lui. Alors, rapidement, j'ai avant tout soigné le rapport entre Vivaldi et des ambiances qui sont apparemment pas beaucoup connues en dehors de la Vénétie. Et c'est les villas vénitiennes. Les villas vénitiennes étaient très importantes parce que tous les aristocrates vénitiens avaient des villas où ils allaient passer l'été. Et les plus grands doges cherchaient d'avoir des villas décorées par les plus grands artistes de leur époque. Les villas construites par, je dis Palladio, par autres architectes, et avec les opéras. Et par exemple, le printemps, qu'est-ce que j'ai pensé pour le printemps de le faire à la Villa Barbaro de Mazera, tellement chère qui s'appelle Villa di Mazera. C'est une ville très importante parce que Palladio est mort là, probablement tandis qu'il était en train de travailler au petit temple qui est à côté de la villa. Et c'est donc la création la plus parfaite de Villa du point de vue architectonique. Mais aussi, il y a les fresques de Veronese, de Paolo Veronese, qui sont parfaitement préservées. Veronese était vécu un siècle et demi avant Vivaldi, mais quand même, Vivaldi sûrement travaillait dans les ambiances. Il connaissait bien Veronese, il avait joué dans plusieurs ambiances décorées par Veronese, les sculptures de Vittorio. Alors, commençons par le printemps. Et là, je vous dirai quelque chose sur l'interprétation. Je ne vais pas continuer beaucoup parce que sinon, on continue trop. L'interprétation, on voit tout de suite un problème. Le début du printemps, je crois que vous l'avez presque toujours entendu jouer comme une petite marche. Or maintenant, ça, non seulement c'est pas de le vrai esprit vivaldien, mais surtout c'est une interprétation fausse. Même si la beauté de la performance est autre chose, non? Des grands solistes jouent staccato, tandis qu'il ne faut pas le faire staccato, mais c'est quand même des grandes interprétations. Ça ne touche pas la grandeur du musicien qui joue et qui communique. Mais la réalité, c'est qu'on doit jouer ce début en chantant, avant tout parce que ça représente l'entrée du